Le président du Faso, Ibrahim Traoré, vient de remettre un nouvel arsenal d'armement lourd à l'armée pour aller tuer des gens. Oui, il vient de remettre des armes pour aller tuer des gens. Et j'aime ça. J'aime ça et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose s'est passé de très intéressant. Pendant que les États-Unis, l'Angleterre et autres se sont battus contre les Allemands, c'est vrai que l'histoire racontée aujourd'hui est une histoire tirée de toutes pièces, qu'on a fabriquée pour vous faire croire une réalité qui n'était pas vraie. Mais partons avec ça. On a combattu l'Allemagne, dans l'objectif d'arrêter Hitler dans sa démarche de conquérir le monde, entre parenthèses. Les pays qui ont renversé la vapeur contre l'Allemagne étaient principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie. C'est vrai que la Russie n'est pas citée autant que les États-Unis et la Grande-Bretagne quand on parle des exploits effectués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes ont joué un rôle capital dans la capitulation de Hitler, en réalité. Après cette guerre qui a pris beaucoup de vies, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé le Security Council, Conseil de sécurité, pour contrôler le monde, pour éviter à ce que ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale ne se répète, ou se reprenne, ne se répète encore une fois. Et pendant ce Security Council, on a choisi des pays qui font partie du Security Council. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie et la France. 5 pays. Les 5 pays qui dominent sur tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont le droit de veto. Et ce droit de veto, évidemment, pour un Français très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si 189 pays disent « nous allons manger les haricots » et un seul pays faisant partie de ceux qui ont le droit de veto dit « non, on ne mange pas les haricots », personne ne mangera les haricots. En d'autres termes, un seul pays a un pouvoir plus grand que 180 ou 189 pays. C'est un peu ça le pouvoir. Aujourd'hui, les Africains se plaignent disant pourquoi nous ne faisons pas partie du Security Council, pourquoi nous ne sommes pas dans le Conseil de sécurité. Il nous faut bien une place avec un droit de veto. Parce qu'après tout, nous faisons 1,7 milliard d'humains sur Terre. Nous devrions être représentés dans un monde correct. Mais il n'y aura pas de place pour les Africains. C'est vrai qu'on fait une politique dont vous voyez, on essaie de parler, discuter, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi ça n'arrivera pas? C'est à cause de la raison pour laquelle ceux-là sont positionnés à ces places. Il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui rend ces pays spéciaux pour faire partie du Security Council pendant que les autres n'y sont pas? C'est en guise de quel pouvoir que 5 pays peuvent dominer sur toute la terre entière, même sur l'ONU. Quand les États-Unis est furieux contre l'ONU, l'ONU tremble. Il faut se poser la question pour comprendre comment est-ce qu'on arrive là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? La réponse est pourtant très simple. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 5 pays? Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Ils ont tous le pouvoir nucléaire. Ils ont tous la bombe atomique, la bombe nucléaire. C'est-à-dire, la force est plus importante que la justice. La force est plus importante que la justice. C'est ce que je vous rappelle récemment, très régulièrement. Le pouvoir est plus important que l'humilité. Un homme ou une entité qui se prononce humble, mais qui n'a pas de force, est simplement hypocrite. C'est un faible. Ce sont les faibles qui disent « je suis humble », n'ayant pas de force. Il faut d'abord avoir la force pour se crier humble. Sinon, c'est une fausseté totale. Monsieur Traoré l'a compris. Pendant son voyage en Russie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a discuté avec Monsieur Poutine, on l'a tous vu. Qu'est-ce qu'il disait avec Poutine? Il disait, Monsieur Poutine, on veut que vous veniez au Burkina Faso. Pas dans le but de nous donner des choses, mais dans le but de nous apprendre comment nous comporter nous-mêmes. C'est-à-dire de nous apprendre la technologie. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, et nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là, peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub
où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Monsieur Traoré n'a pas demandé des hands-out, des dons. Il n'a pas demandé ça. Il a dit on veut acquérir la connaissance. Vous vous souvenez quand il est parti, je pense qu'il y avait cette marche de représentation de la guerre en Russie, pour célébrer ces soldats russes qui sont tombés à la guerre. Monsieur Traoré a dit nous voulons avoir les capacités, les capacités, l'enseignement nécessaire pour développer le Burkina Faso. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso actuellement? On a vu il y a quelque temps, on a fait la greffe de rein, chose qui ne se fait pas en Afrique en général, n'est-ce pas? Généralement, il faut qu'un Africain quitte son pays pour aller ailleurs, dans un pays étranger pour se faire soigner. Et ceci en vaut la peine aussi, même pour les chefs d'État qui généralement quittent leur pays pour partir en Suisse se faire soigner. On voit là le cas de l'ex-président zambien, monsieur Lungu, ce monsieur ici, qui vient de décéder en Afrique du Sud. Lui partait très souvent ailleurs pour se faire soigner. Il n'a pas eu le temps de construire dans son pays, d'investir. Il n'a pas eu le temps d'aller demander la connaissance nécessaire pour investir, créer les infrastructures nécessaires chez lui en Zambie, pour qu'au cas où un jour il se retrouvait dans des conditions pareilles, il n'aurait pas besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Qu'est-ce qui s'est passé contre lui? Ce président ici, à Chilima, aurait manigancé de sorte que M. Lungu n'ait pas l'avion pour voyager et aller ailleurs. On l'a bloqué sur place malgré sa maladie. Et il est décédé. Et la famille de Lungu refuse, parce qu'il est décédé en Afrique du Sud, refuse de renvoyer son corps, sa dépouille au pays pour être enterré, disant que Lungu avait dit que jamais sa dépouille ne serait portée aux pieds de son successeur, parce que c'est lui qui orchestrerait, dans ce cas, sa mort. Mais si lui, le président Lungu, dans le passé, aurait pensé à ce fait, de construire son pays, d'investir de sorte à ce que un jour, il ne se retrouve jamais dans ces conditions où la population aurait besoin d'aller ailleurs pour se faire soigner. Il ne serait pas dans ces conditions. Ce sont des spéculations, des estimations. Alors, M. Traoré a compris. Voilà pourquoi il a acheté des armes. Voilà pourquoi il est en train de s'armer, de se donner les éléments nécessaires. Le pays est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre depuis longtemps. Contre qui? Contre les terroristes. D'où viennent-ils? Le Mali l'a dit. Le Mali a dit que les terroristes sont créés de toutes pièces depuis la France. Ça, ce sont les accusations du Mali. Mon pays, le Niger, s'adresse à la conscience du monde pour montrer du doigt cette force hostile qui, depuis le 19e siècle, ne désarme pas et mène encore de nos jours une guerre totale contre mon pays, comme en témoigne l'assassinat le 27 novembre 2021 à Terra des jeunes manifestants par l'armée française et la menace d'intervention militaire de la CEDEAO instrumentalisée par la France. Il faut appeler les choses par leur nom. Le Mali a demandé aux Nations Unies de leur accorder le temps pour discuter sur ce sujet et montrer les preuves que la France nourrit, la France supporte, soutient militairement, financièrement les terroristes. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Est-il en train de dire des mensonges ou pas? Point d'interrogation. Le président Ibrahim Traoré a remis ce nouvel arsenal que vous voyez ici, au ministre de la Défense et des anciens combattants, destinés au bataillon de la campagne d'intervention rapide. Vous voyez ce qu'il y a, ce sont des choses qui ne badinent pas, ça ne rigole pas, ce sont des équipements lourds. Selon le général Samporé, il s'agit de matériel de cavalerie conçu pour augmenter la puissance de feu et de soutenir les unités déployées sur le terrain. Camarade président capitaine Ibrahim Traoré nous a remis officiellement un lot de matériel militaire. Ce lot est constitué essentiellement du matériel d'appui au combat de l'infanterie. C'est du matériel d'artillerie et du matériel de cavalerie pour apporter une plus grande puissance de feu en appui aux unités déployées sur le terrain. C'est du matériel qui vient à point nommé dans le cadre de la montée en puissance de l'armée burkinabé. Comme on l'a dit, vous avez pu observer depuis un certain moment une remise de matériel et c'est la continuité de cette montée en puissance pour doter les forces armées du Burkina Faso des moyens nécessaires pour sa défense, pour assurer l'intégrité du territoire après avoir reconquis l'entièreté de notre territoire. Et cela également pour assurer à l'avenir la population burkinabé qu'elle a une armée digne de ce nom, équipée à tout point de vue pour pouvoir assurer sa protection. Donc, augmenter la puissance de feu, c'est ça l'objectif. Développer le Burkina Faso pour pas qu'il soit seulement sur le plan médicinal ou scientifique avancé, mais aussi sur le plan armement. Un pays qui n'a pas d'armée forte est un pays faible. Ça dépend. Écoutez, vous pouvez être humble autant que vous voulez, gentil, sympathique, dire ok, on va essayer de... Ça ne fonctionne pas. On ne trouve pas la paix à travers la paix. C'est faux. La paix ne vient jamais à travers la paix. La paix vient à travers la guerre et la force. Regardez, on ne peut trouver de paix que quand quelqu'un se définit plus fort que l'autre. Voilà. Il y a une négociation qui réussit seulement quand l'un est clairement plus fort, supérieur à l'autre. C'est une question de force. Cette donation, évidemment, s'inscrit dans la stratégie de montée de puissance de forces armées nationales engagées sur plusieurs fronts contre le terrorisme et la sécurité. Alors, qu'est-ce qui a été délivré? Bravo à M. Traoré. Je sais que M. Traoré n'est pas nécessairement aimé de tout le monde, mais quand les gens font des choses positives, il faut le dire.
C'est un monsieur à peine 37 ans. Okay? 37 ans d'âge, il fait des choses incroyables. Et je pense qu'il a ouvert des yeux de beaucoup d'Africains qui comprennent que l'Afrique, au fait, n'est pas aussi handicapée qu'on le pense. L'handicap africain est plutôt intellectuel et mental qu'il l'est physique et financier. C'est ça la réalité. Le Burkina Faso trouve l'argent où pour avoir des armements? Comment ils font des spéciales par rapport aux autres pays africains? Point d'interrogation. On sait que des véhicules blindés de nouvelle génération ont été transmis. 2, des systèmes d'appui tactique. Il y a aussi des moyens d'assaut modernes adoptés au terrain sahélien. Le terrain sahélien est un terrain précis, ce n'est pas comme tous les autres. 3, des équipements conçus pour la mobilité rapide et la protection renforcée. Donc c'est ça. Alors, d'où viennent ces équipements? On se pose beaucoup de questions. Clairement, bien que le gouvernement n'ait pas précisé, les équipements sont venus de la Russie. La Russie en sait fournisseur majeur d'équipements blindés, des systèmes d'artillerie et des missiles sol-sol. Donc, facilement, la Russie a donné. Nous savons que la Turquie est présente dans plusieurs pays sahéliens via la vente des drones Bayraktar. La Turquie fait des meilleurs drones dans le monde et ils sont présents. Nous savons aussi la Chine qui est fournisseur d'armes légères et des véhicules de transport blindés. Le message ici est très simple. La raison pour laquelle on domine le monde, c'est parce qu'on est fort. Point barre. Ce n'est pas la gentillesse, la collaboration. La collaboration commence seulement quand on se respecte. Quand toi et les voisins, vous vous regardez des yeux penchés du jet de coin, c'est jusqu'au moment où l'un va s'établir comme supérieur que vous allez retrouver la paix. C'est ça. Ce n'est pas, oh, monsieur le voisin, vous voyez, il faut arrêter de me regarder ma femme. Non, il faut dire, monsieur le voisin, si vous regardez encore ma femme, je vous casse la gueule. Oh non, monsieur, vous voyez, excusez-moi. C'est alors là que vous trouvez la paix. Et monsieur le voisin, désormais, ne regardera plus jamais votre épouse. Si vous lui dites, monsieur le voisin, pourquoi vous regardez ma femme? C'est ma femme, nous sommes mariés à l'État. Non! Ce que vous faites là n'est pas normal. Non! Il faut aller faire le sport. Il faut aller acheter une arme, dans ce cas, pour l'intimider sérieusement. Monsieur, si vous regardez encore ma femme, je vous casse le doigt avec un machin. Je vous... Voilà! La force est plus importante que l'humilité. On vous a prêché l'humilité pour rester dans l'esclavage, c'est ça. Ils vous ont dit l'humble, monsieur, heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux. C'était pour que eux pillent les richesses, prennent et partent chez eux. C'était pour ça. Ce n'était pas parce qu'on veut que vous partiez au ciel. Vous pensez qu'ils se foutent que vous, si le ciel vraiment existe et qu'ils le savent, vous pensez qu'ils vous veulent vous au ciel? Non. Non, attendez. Ceux-là qui sont venus, oublions ceux d'aujourd'hui, ceux qui sont venus pour dominer l'Afrique, qui vous ont apporté ces histoires-là. S'ils pensaient vraiment que le ciel existait comme ça, ils vous prêcheraient le ciel. Vous pensez qu'ils vous veulent, ils n'ont pas voulu vous voir manger, mais ils vous veulent au ciel. Mais il faut arrêter. On vous dit, heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. C'est pour que vous restiez pauvres, que vous ne vous souciez pas de vos richesses, pour qu'ils pillent. Si on vous tape ici, il faut encore taper là. Qui vous a dit ça? Il faut arrêter. Si on te tape ici, il faut casser la mâchoire de quelqu'un. C'est ça. Si on te tape ici, tu donnes les choses, va toucher les fesses de ta mère. Tu feras quoi? C'est là que tu vas te battre. Mais ça sera trop tard, parce qu'on a déjà cassé ici. Il fallait pas que tu laisses qu'on casse ici, pour que tu défendes les fesses de ta mère. L'amour, c'est bien. La générosité, c'est bien. La candance, c'est bien. Mais la force, c'est mieux. L'amour, c'est bien. La générosité, la candance, la sympathie. L'altruisme, le dévouement, c'est bien. Mais la force, c'est mieux. La force d'abord, l'amour après. Sans force, on ne peut pas avoir d'amour. C'est pas possible. Sans force, l'amour se transforme en désordre, maquillé à l'affection. Ok? Une personne, un homme qui bat sa femme, te dirait que je bats ma femme au nom de l'amour. C'est parce que je l'aime que je la bats, n'est-ce pas? Elle est très impolie, je dois la redresser, n'est-ce pas? Ok. C'est parce que la femme n'a pas de force. Ou si elle n'a pas de force, au moins elle devrait avoir un père qui a de la force. Ou un frère si le papa n'est pas présent. La force est très importante déjà. Il faut savoir se faire respecter. Le respect est ultime. S'il y a une seule chose qu'il faut avoir dans la vie, ou entre l'amour, la sympathie, que les gens t'aiment, te supportent, c'est le respect qui est plus important. Quelqu'un peut t'aimer et te manquer de respect. Mais il est très difficile de voir une personne qui manque de respect à une personne qui le respecte. Vous pouvez aimer votre amant, votre mari, votre cousin, votre voisin et lui manquer de respect. Et dire à lui aussi, qui part là-bas. C'est quoi ces bêtises, n'est-ce pas? Mais une personne que vous respectez telle que votre boss, ça sera très difficile de lui manquer de respect. C'est votre patron. Le respect imposé. C'est un général de l'armée, le respect impose. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais vous pouvez pas dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont très importantes. Le Mali vient d'agir. Le Mali vient d'inspirer 10 000 $ imposés aux États-Unis d'Amérique. Désormais, pour avoir un visa malien, il faut 10 000 $ de caution par un Américain. Félicitations, bravo. 10 000 $, on vous montre la route. Le Mali vient de le dire ouvertement. On a imposé aux visiteurs du Mali 10 000 $. Okay? À partir du 12 octobre 2025, désormais, le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé que les citoyens américains devront désormais verser une caution remboursable de 10 000 $, okay? Pour obtenir un visa touristique ou d'affaires. Il y a quelque temps, les États-Unis d'Amérique ont annoncé que plusieurs pays désormais devraient payer jusqu'à hauteur de 15 000 $ avant d'avoir un visa touristique.
Ok, ça c'est sans les diplomates, visa touristique et business et autres. 10 à 15 000 dollars. Le premier pays affecté, c'était Malawi et Zambie. Ensuite, s'en est suivi d'autres pays. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps, le Ghana a fait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'était? Le président ghanéen, un homme que je respecte d'ailleurs, a annoncé qu'il accepterait des refoulés des États-Unis d'Amérique. Contrairement à sa position antérieure, le Ghana qui avait refusé fermement d'accepter qui que ce soit, a changé, renversé la vapeur, disant écoutez, on va accepter les refoulés des États-Unis d'Amérique qui viennent de l'Amérique du Sud et tout le bazar de l'Afghanistan pour les héberger chez nous. C'était pourquoi le président, sans le dire, l'a vraiment dit ouvertement. Voilà, les États-Unis comptent imposer des restrictions de visa pour citoyens ghanéens. Et aussi notre accès sur AGOA sera compromise. Alors il nous faudra accepter ces personnes et tout le bazar. Chose qui a été perçue par beaucoup de personnes comme une façon de s'incliner. S'est-il incliné ou pas? Parce que le jour d'après, directement, Trump a renversé la vapeur, donnant facilement les visas aux Ghanéens. Peut-on vivre dans un monde où il faut toujours se courber, bend over? Il faut toujours se pencher, il faut toujours s'incliner, donner ses derrière à quelqu'un. Je sais pas. Le Rwanda a accepté des ressortissants étrangers qui sont refoulés des États-Unis, l'Ouganda aussi. Mais pour eux, c'est clair. Ils veulent être du bon côté de la bonne vision des États-Unis d'Amérique. Alors, le Mali, contrairement, s'en fout. Qu'est-ce que le gouvernement malien dit? Le gouvernement malien dit que ceci, évidemment, va au contraire de leur accord de 2005. Il y a eu un accord en 2005 entre le Mali et les États-Unis. Un accord bilatéral était signé en 2005 qui permettait accès facile au visa, entre les deux pays. C'est un accord qu'ils ont signé. Ce n'est pas dans le bleu, ce n'est pas dans le noir. Un accord a été signé entre le Mali et les États-Unis en 2005, accordant les deux pays accessibilité au visa facilement et des visas prolongés. C'est un accord qui existe. Par le fait que Trump eut dit que désormais les Maliens vont devoir déposer cette caution de l'argent, ils ont violé cet accord de 2005. Donc les Maliens sont sur une base historique des faits légaux. 10 000 $ pour un Américain pour partir au Mali. Et c'est fort. Ça me rappelle, il n'y a pas très longtemps, le Burkina Faso, ce pays ici, avec le président Ibrahim Traoré. Récemment, on a annoncé à la télévision que les États-Unis disaient que le Burkina Faso, en tout cas les citoyens burkinabés, doivent désormais partir au Togo pour aller faire la demande de visa. Regardez le Burkina Faso sur la carte, regardez le Togo et la distance. Donc un citoyen burkinabé doit désormais partir au Togo pour faire sa demande de visa. Excusez la qualité du son aujourd'hui, voilà. C'est au nom de l'amour qu'on fait ça. Alors, passé à la télévision, le représentant du gouvernement burkinabé a expliqué très clairement. Il a été clair dans ses paroles, disant, il y a quelque temps, ça ce n'est pas nouveau en tout cas, il y a quelque temps, on discutait avec les autorités américaines. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont fait une demande disant qu'on devrait accepter les déportés, les personnes refoulées des États-Unis d'Amérique dans notre pays. On leur a dit ouvertement et clairement que ceci va à l'encontre de notre politique intérieure. Le Burkina Faso n'est pas une poubelle. Le Burkina Faso n'est pas un hôpital. Nous n'acceptons pas des gens comme ça. Nous acceptons des gens dans le cadre du tourisme seulement. Quelque temps plus tard, quand le Burkina Faso a annoncé que les Africains pouvaient partir au Burkina Faso sans difficulté, sans avoir à payer pour le visa, c'est-à-dire visa free ou visa gratuit, les représentants américains ont encore contacté les autorités burkinabées disant « Maintenant que vous avez accepté les gens, en tout cas les Noirs, visa free, pouvez-vous prendre les Africains que nous refoulons d'ici aux États-Unis ?» Les Burkinabés ont rappelé aux Américains combien les États-Unis ont été construits, pas seulement par des Blancs, mais surtout par des Noirs, qu'ils rejettent aujourd'hui, et qu'il leur était important d'en être reconnaissants. Et numéro 2, on leur a dit, le Burkina Faso n'est pas une poubelle. Ici, on accepte seulement ceux qui ont véritablement envie de venir ici, mais pas parce qu'ils ont été forcés par une tierce personne. Au Burkina, est-ce que cette visite a un lien avec cette décision qui vient d'être prise par les autorités américaines? Je dirais clairement non. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons été surpris de cette mesure qui est venue subitement après notre refus catégorique de recevoir des personnes qui sont jugées indésirables. Ce n'est pas pour les qualifier comme des personnes indésirables. C'est lié au fait que la politique actuelle du gouvernement en place, malheureusement, voit en chaque ressortissant étranger un danger, ce qui est très grave. Et c'est ce que nous avons répété à la représentation américaine, que parmi ces gens, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Latino-Américains, beaucoup de non-Américains qui résident là-bas, qui ont sacrifié leur vie et qui ont participé à la construction de la paix et à l'économie des États-Unis. Ils ont fait tout ce qu'il y a comme boulot. Ils ont vidé les égouts, ils ont balayé les rues, ils se sont occupés des personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils ont travaillé dans
tous les services pour offrir aux Américains une vie décente. Ces gens sont aujourd'hui identifiés comme indésirables du fait qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est une mesure souveraine, certes. Mais cette mesure ne peut être, le motif principal pour juste identifier des destinations quelconques en Afrique et aller les déposer. Quelques temps plus tard, on a dit au Burkina Faso, désormais, si vous avez besoin d'avoir un visa, il faut partir au Togo. Alors, coïncidence ou pas? D'après vous, dites-moi. Coïncidence ou pas? Simple coïncidence peut-être. Okay. Rentrons au Mali. La relation entre les États-Unis et le Mali est une relation qui a beaucoup changé. Depuis l'arrivée du gouvernement en 2001, le gouvernement américain a suspendu beaucoup de choses. Okay. Il y avait beaucoup de transactions entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Mais à leur arrivée, évidemment, en 2021, les États-Unis ont interrompu tout programme qui bénéficiait directement aux forces de sécurité et de la défense maliennes, notamment les transferts d'équipements, le soutien des opérations conjointes. Donc, ils étaient là. Il y avait de soutien venant des États-Unis d'Amérique sur le plan militaire. Mais en 2021, quand les choses ont changé, les Américains ont suspendu cela. Quelques temps plus tard, ils ont même mis des restrictions dans le cadre de développement, bien qu'il y ait eu des aides humanitaires à l'époque et sanitaires. Tout a été arrêté. Les ONG qui travaillaient au Mali, via les États-Unis d'Amérique, ne pouvaient plus continuer à travailler, n'est-ce pas? Le Mali est resté ferme. Et après tant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peine quelques mois ici, au mois d'août, okay, des représentants américains sont partis au Mali pour aller raviver, ranimer, réengager cette nation pour recommencer sa coopération. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que le Mali, le Burkina Faso, le Niger se retournaient vers le chinois et le russe. Il faut retrouver sa position en tant qu'Américain. Ils sont partis discuter et la discussion était productive. Mais de manière surprenante, pendant que vous essayez de retrouver votre position sur la sous-région, désormais vous dites non, ok, pour que, voilà, on vous rappelle que nous sommes les États-Unis d'Amérique, il faudrait payer $10 000 pour venir chez nous. Quel genre de relation? Si vous prenez la tête avec une personne, vous essayez d'être doux quand même, n'est-ce pas? Au moins sympathique. Vous facilitez la tâche. S'il vient dans votre bureau ou votre machin histoire pour acheter un truc, vous lui dites, ok, ça coûte 10 euros, mais bon, pour toi, donne 8 euros, n'est-ce pas? Vous ne dites pas que le prix va être triplé parce que voilà, c'est la nouvelle politique. Vous êtes en train de défaire justement progrès, les efforts que vous avez fournis. Les Maliens disent c'est au nom de la souveraineté et la dignité nationale qu'ils font ça. Dignité nationale. La dignité est plus importante que l'argent. Ok? La dignité est plus importante que la paix. Vaut mieux mourir digne que vivre dans une fausse paix. Vaut mieux mourir digne que vivre à genoux. Parce que vous pouvez vivre en paix, mais à genoux. Indigne. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. C'est un commentaire. Vous écrivez de moins en moins. On veut lire, ok? Rappelez-vous ici, c'est pas question de Zach Mwekasson pas. C'est une question d'échange. Nous apprenons beaucoup de vous. Nous vous savons très intelligents. Et aussi, les lecteurs et les spectateurs voient ce que vous racontez. On veut savoir ce que vous en pensez. Le Mali est-il digne, ok? Est-ce que ce mouvement pourrait inciter peut-être d'autres pays africains de pouvoir se mettre à la hauteur? C'est-à-dire, si un pays africain peut dire non, si vous nous imposez des sanctions, on vous en impose aussi. Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre aussi, à commencer à faire la même chose? Et si 5 pays commençaient, 6, 12, 15 finalement, qu'est-ce qui se passerait? Ce ne sera plus un monde d'intimidation basé sur la force, n'est-ce pas? À 92 ans, 92 ans, le président camerounais Paul Biya veut encore rester au pouvoir. Il veut encore passer aux élections pour rester président. Le président Biya veut rester au pouvoir. Il dit qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Ok, il faut lui accorder une autre chance pour que M. Biya fasse ce qu'il a à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? M. Biya dit qu'il veut rester au pouvoir pour encore améliorer le Cameroun. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et évidemment, M. réalise qu'il y a une incompétence sordide. Et dans ce cas, il est le seul à la hauteur. Bon, il faut le reconnaître. Quelquefois, il y a des Moïse des nations, n'est-ce pas? Moïse était Moïse pour les Israéliens pour traverser machin histoire. C'était Moïse. Pourquoi on n'a pas choisi une personne plus jeune? C'était Moïse, non? Est-ce que M. Biya est peut-être le Moïse des Camerounais? Le président le plus vieux du monde, à 92 ans, 92 ans, promet aux électeurs camerounais que le meilleur reste à venir. M. Biya dit le meilleur reste à venir. Donc, vous n'avez encore rien vu. Il faut aussi reconnaître que grâce à M. Biya, beaucoup de histoires sont maintenant disponibles au Cameroun. L'Internet, par exemple, avant Biya, ça n'existait pas, n'est-ce pas? Le courant, bien correct des stages, c'est quand même stabilisé. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment, quelquefois c'est très difficile pendant les pluies, tout ça, mais M. Biya fait un travail énorme, il faut le reconnaître. Alors, M. Biya veut un 8e mandat présidentiel consécutif. 8e mandat.
ok? Il dit qu'il y a encore beaucoup d'histoires à faire. Il est au pouvoir depuis très longtemps, en 1982. Est-ce un problème de Biya? Il faut se poser la question de savoir, est-ce que c'est monsieur Biya qui veut rester au pouvoir ou pas? Monsieur Biya veut rester au pouvoir? Je sais pas. Pourtant, il y a sa fille, n'est-ce pas? Il y a récemment qui a fait une vidéo disant qu'il fallait pas voter son père, tout ça. Et que son père a causé beaucoup de peine. Et aussi, elle disait qu'il y avait des agents de sécurité qui la cherchaient. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon sang, ou la personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez tant que je meure, vous voulez tant que j'overdose. Ne m'appelez plus, et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. En gros, les gens, c'est mes parents qui veulent que je meure d'une overdose. C'est mes parents qui veulent ma mort. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens. C'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. Vous avez suivi? Ça c'est la fille de quelqu'un en train de parler. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent contre leurs propres frères ou leurs propres membres de famille, ou encore moins leurs propres parents, mais c'est ça. Mais est-ce que c'est monsieur Biya qui veut rester au pouvoir? La première question. Il faut se poser. La deuxième question, y a-t-il pas des gens assez compétents ou assez capables intellectuellement pour gérer le Cameroun, à part monsieur Biya? La première question, c'est quoi? Est-ce que c'est monsieur Biya qui veut rester au pouvoir? Vous savez, il y a une chose très importante qu'il faut retenir en Afrique. Les gens vont en politique non pas pour améliorer la vie des gens. Les gens généralement vont en politique, c'est pour s'enrichir et améliorer leur propre vie. Les gens en politique en Afrique n'y vont généralement pas pour améliorer la vie de gens. Les gens font la politique parce que c'est un alternatif à l'entrepreneuriat ou au loto peut-être. Parce que généralement, quand le président est président, un membre de votre famille, et quand vous embauche quelque part dans le gouvernement, ça se fait très généralement, vous devenez directeur de quelque chose, si pas ministre d'énergie ou quoi le bazar, et vous faites de l'argent. Comprenez une chose, l'argent est très addictif. L'argent, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité du marché. Ok, être en capacité de partir à Dubaï quand on veut, à Hong Kong quand on veut, acheter des bouteilles de champagne, fréter un avion privé. Quand vous êtes en incapacité de le faire, ça devient très compliqué. Ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà touché de l'argent, ou en tout cas un peu d'argent, ont déjà ôté de niveau pendant un certain temps. Vous savez combien c'est difficile? Quand vous prenez un avion seulement sur business class, pour la toute première fois, vous atterrissez à Dubaï et vous sortez. Vous rentrez chez vous à la maison. Et prochainement, il faut prendre l'avion partant peut-être à Cotonou. Mais vous prenez l'avion qui est quoi? Économie. Vous savez comment ça chatouille grave. Ça dérange votre esprit. Voilà pourquoi quand vous entrez dans business class pour une fois, vous avez envie de rediriger votre esprit afin de toujours voyager en business class. Ceci en va de même de ceux qui sont aux côtés du président. Parce que c'est ceux-là qui généralement mangent bien. Je lisais le livre de Machiavel qui disait « Il est préférable d'être le conseiller du roi, l'assistant du roi, le mandataire du roi que être le roi. » Pourquoi? Parce que en étant roi, on prend quelquefois des décisions difficiles. Mais les décisions difficiles que le roi prend, quelquefois, par exemple, désormais tout le monde rentre à la maison à 8h du soir, celui qui sera dehors après 8h sera tué. Il y aura des gens qui ne sont pas contents par rapport à ça, n'est-ce pas? Mais on ne comprendra pas que le conseil est venu du conseiller du roi, n'est-ce pas? Ou de l'assistant. Les gens vont blâmer le roi. Comment ça se fait que c'est le roi qui a changé la loi maintenant? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne peut plus prendre des taxis à 7h? Comment ça se fait qu'on ne peut plus avoir les avantages qu'on avait dans le passé? C'est à cause du roi. Tout le monde sera mécontent. Contre qui? Le roi. Mais on ne comprendra pas que ce n'était pas le roi qui a pris la charge. Ce n'est pas une décision qui vient directement du roi. Mais en attendant, celui qui se cache derrière le roi bénéficie aussi des finances, des avantages. Mais pendant ça, quand il s'agit de la défense, des attaques contre le roi, lui, il est protégé. Alors, ne pensez-vous pas qu'il y a des gens derrière le roi, dans ce cas le président camerounais, qui veulent rester au pouvoir? C'est plutôt eux qui sont habitués à ce style de vie, de richesse, d'abondance, un style de vie de pillage pour continuer à vivre comme ça. Et c'est eux qui poussent le président. Essayons de voir un tout petit peu combien M. Biya, on dit c'est le président le plus vieux. Qui est encore là? À part M. Biya, il y a le président Obiang de la Guinée équatoriale, ce monsieur ici, Théodoro Obiang. C'est dans ce pays, vous avez vu le gars là, comment il s'appelle? J'ai oublié, le monsieur là qui tournait avec plusieurs femmes, j'ai oublié son nom là. Président de la République à 86 ans, il est le plus
plus ancien président de l'Afrique, à 46 ans de pouvoir. Imaginez-vous, 46 ans de pouvoir, le président. Et aussi, il a pris le pouvoir, comment? En le prenant de la main de son oncle. Il a renversé son propre oncle du pouvoir. Voilà pourquoi on vous dit la force est plus importante que l'humilité. Faites très attention. Votre ennemi n'est pas... Avant d'être bon, il faut être fort et méchant. Écoutez, il faut être fort et méchant. Même Dieu, vous pensez que Dieu est toujours bon? Dieu est toujours bon. Pourquoi il va vous envoyer en affaire? Non, dites-moi, pourquoi Dieu va vous envoyer en affaire si vous faites du mal? C'est ça être bon? Non, est-ce que c'est ça être bon? Envoyer ses enfants en affaire, c'est bon? Ok. Dans la vie, il faut être méchant. Il faut être méchant couvert de bon. C'est ça. Il faut pas être méchant vide. C'est ça. Les méchants vides là sont ceux qui n'accomplissent absolument rien dans la vie. Les gens que vous adulez, vous acclamez, sont généralement des gens méchants couverts de bon. Ne vous confondez pas la vie. L'humilité sans force, pouvoir de destruction ne vaut absolument rien. Vous allez mourir comme Jésus. Je sais, moi je vais mourir comme Jésus. Mais allez, on va vous faire tamponner. Il faut arrêter de pleurnicher alors. Allez faire. C'est ça. Écoutez, les gens extrêmement bons ne vivent pas longtemps. Il faut être fort. Vous pensez que M. Biya, s'il était bon, il serait là au pouvoir? Vous pensez que sa famille est le fait qu'il soit au pouvoir? Non, vous pensez que ses proches détestent le fait que M. Biya soit au pouvoir? Vous pouvez pleurnicher, crier, chialer comme vous désirez. Oh, c'est une dictature. Ça ne change absolument rien. Vous n'avez qu'une seule vie. Si à la fin de sa vie, il mourra président, c'est là que vous allez trouver la paix. Dans la vie, il faut être mauvais et bon et mauvais à la fois. Tu ne peux pas être bon. Au fait, on ne change rien dans la bonté. Ça n'existe pas. Les négociations ne se font jamais dans la bonté. Quand on arrive à négocier, c'est parce qu'on a quelque chose à perdre. Et on a quelque chose à perdre parce que l'autre, à l'opposé, a une force sur soi. S'il n'y a pas de force à l'opposé, on n'a pas besoin de négocier. Voilà pourquoi vous ne négociez pas avec des sentinelles. Respect à eux. Ils font un travail noble. Mais parce que vous n'avez pas leur niveau. C'est ça. Il faut être fort avant d'être humble. C'est ça la vie. Monsieur Obiang a renversé son oncle. Peut-être que l'oncle le formait. Oh, c'est mon petit, mon neveu. Oui, il a renversé. J'étais du pouvoir hors de portée. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle. On dira quoi? Comment tu as renversé ton oncle après combien 46 ans? On s'en fout éperdument. C'est ça la réalité. La question qui se pose ici, y a-t-il pas de gens assez forts au Cameroun, des gens jeunes qui sont en capacité de travail? Il y en a. Mais où sont-ils? Ils sont tabassés, ils sont violentés, ils sont muets. Pourquoi ne s'élèvent-ils pas? Point d'interrogation. Parce que généralement, si les Camerounais sont forts, quand il faut insulter quelqu'un sur Internet, là, ils sont là. Eh, toi, Mbang. Mais c'est quoi ils disent? Mbang. Mbeng. Ah non, pas Mbeng. Ah, c'est quoi le mot là? Mouf. Pourquoi on dit pas mouf au président? On peut pas dire mouf au président, on va vous chicoter parce que le président a compris. Le pouvoir d'abord. C'est la force avant la gentillesse. Parce qu'au Cameroun, les avocats sont muets. On les tabasse. Même les avocats, on les tabasse. Vous allez dire quoi? Faut-il s'en prendre à M. Biya? Est-ce que c'est lui qui t'envoie les gens pour les taper? Pas nécessairement. Il y a des opérations qui se font par des gens qui sont là, qui bénéficient du pouvoir. Ce n'est pas nécessairement M. Biya. Est-ce que M. Biya est même conscient qu'il va passer dans les élections? Bon, ça c'est un autre sujet. Monsieur le Président vous dit, est-ce qu'il y a des gens importants ici? Monsieur lui-même, monsieur a envie de vivre une vie bien. Il veut se mettre bien jusqu'à la fin. Ok? Même le discours là, bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment lui qui a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça peut être valide. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y aura toujours beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que M. Biya dit, moi, je vais être au pouvoir pendant qu'il y a beaucoup de choses à faire? Ou M. Biya a compris qu'au Cameroun, il n'y a personne d'assez brave, personne d'assez vaillant, d'assez courageux, en tout cas, ou s'il y a des vaillants et des braves, ils sont combattus par des mauvais qui, malheureusement, surplombent sur les vaillants. C'est généralement comme ça. Quand il y a des vaillants, il y a toujours un groupe des mauvais, méchants, là, tout ça, qui viennent oppresser, opprimer, presser, nuire aux vaillants et braves qui pourraient se proposer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Malheureusement, c'est ça la réalité de beaucoup de pays africains. Et on disait, il y a le président Obiang qui est là depuis 46 ans, M. Biya qui est là depuis 43 ans, il y a le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Donc, il ne faut pas confondre avec la RDC. République du Congo, on parle aussi lingala, c'est aussi leur langue. Le lingala n'est pas une propriété des Congolais zaïrois. Le lingala est une langue parlée dans cette grande partie. Ok, ce n'était pas un pays, c'était des peuples qui vivaient là. C'est après le colonialisme qu'on a divisé. Ça, c'est devenu Congo-Brazza, que vous appelez Congo-Brazzaville. C'est la République du Congo. Et celui-là qui s'appelle République démocratique du Congo. Ok, le président Denis Sassou Nguesso qui est là depuis 41 ans aussi. Faut-il avoir la force pour dominer? Ou faut-il être bon? Voulez-vous une justice? Viendra-t-elle dans la bonté ou la force? Est-ce qu'on négocie quand on est bon ou quand on est fort? Supposons que vous avez un ennemi, un vrai ennemi, c'est-à-dire une personne qui te veut vraiment du mal. Une personne qui souhaiterait simplement vous voir mourir, carrément. Si ce n'est pas littéralement, c'est voir votre famille tomber en faillite, votre avenir imprécis, vos business n'est pas marché et tout le bazar. Une personne qui vous veut vraiment du mal, et vous le connaissez. Mais soudainement, vous voyez votre meilleur ami, ou en tout cas l'un de vos proches, coopérer largement avec cette personne. L'invite chez lui à la maison pour aller faire des barbecues, lui envoie le cadeau pour son anniversaire. Vous vous dites quoi? Quelle sera votre amitié entre vous et votre ami? Aurez-vous le courage de parler à votre copain et lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui cloche? Parce que ce monsieur est clairement mon ennemi et tu le sais. Il a voulu
détruire ma famille, brûler ma maison, endommager mon avenir. Et toi, tu commences à construire une amitié avec lui. Ça veut dire quoi? C'est soit moi ou c'est lui, ou pas. Ou vous pensez que la maturité oblige à ce que vous permettiez à votre ami d'avoir des amitiés autant qu'il le veut, même si c'est des amitiés avec des gens qui vous sont détrimentales. Eh ben, écoutez, le Venezuela vient de comprendre cette histoire. Le Venezuela vient de fermer son ambassade en Norvège. Ok? Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège. On va aller très rapidement pour voir ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est toujours très intéressant d'en tirer des leçons très fortes. Le Venezuela ferme son ambassade en Norvège. Pourquoi? Parce que le 12 octobre, le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de paix à Maria Corina Machado. Mariana Corina Machado, c'est qui? C'est l'une des plus grandes dissidentes du Venezuela, c'est-à-dire l'une des oppositions militantes contre le gouvernement du Venezuela. Quelques jours plus tard, le gouvernement du Venezuela, dirigé par le président Nicolas Maduro, a annoncé la fermeture de l'ambassade du Venezuela à Oslo, invoquant des réaffectations stratégiques de ressources et la fermeture imminente de l'ambassade. C'est-à-dire, le Venezuela a directement fermé l'ambassade. Segundo a ouvert son ambassade au Burkina Faso et son ambassade au Zimbabwe. Ok? Donc, ouvert plus d'opportunités productives, tangibles pour le Venezuela en Afrique, et fermer les portes où clairement c'est une fausse amitié. C'est-à-dire, vous avez un ami, vous ne savez pas si vous êtes ami ou vous êtes ennemi. Ça sert à quoi de continuer cette amitié? Il faut effacer le numéro. Il faut effacer et bloquer parce que c'est clair. Quand un ami, c'est un ami, il soutient vos travaux, il vous pousse de l'avant. Quand c'est un ami, il parle de vous, de vos entreprises, de vos idées, vos pensées, vos aventures à des autres personnes afin de vous soutenir. Quand le monsieur est muet, pendant que vous gagnez, pendant que vous évoluez, ce n'est pas un ami, il ne faut plus vous embrouiller. Il faut effacer le numéro, si pas le bloquer carrément. Le Venezuela vient de dire, nous fermons notre ambassade, on ne veut plus de correspondance avec vous. La Norvège réagit, évidemment, ils ne peuvent que réagir. Un porte-parole du ministère norvégien des Affaires étrangères a exprimé son regret, déclarant que la Norvège souhaite maintenir le dialogue ouvert avec le Venezuela. Pourquoi voulez-vous maintenir le dialogue si carrément vous êtes parti voir, solliciter, si pas acclamer une personne qui est dissidente, qui est contraire au Venezuela? Le contexte est très simple. Le Venezuela est un pays qui ne s'entend pas avec les États-Unis. Pourquoi? Dans le passé, le Venezuela et les États-Unis étaient coopérants. Ils travaillaient ensemble. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique profitaient des entreprises au Venezuela. Mais à un moment donné, avec ce président, arrivé au pouvoir, il a tout changé. Le système politique du Venezuela avait complètement changé. Ce n'était plus le capitalisme, c'était désormais le socialisme. Pour comprendre un tout petit peu, le capitalisme, c'est un peu comme s'il y avait une pizza qui a 12 pièces et il y a 12 personnes dans la salle. Dans le capitalisme, la personne la plus forte pourrait prendre 8 morceaux du pizza et laisser 4 morceaux au reste du monde dans la salle. C'est-à-dire, puisque je suis fort, je prends 8 parts de la pizza et je vous en laisse 4 pour partager. C'est ça le capitalisme. Le socialisme, en tout cas selon les textes, c'est si dans le même cas de 12 morceaux de pizza sur la table et qu'il y a 12 personnes dans la salle, chacun prendrait simplement un morceau. Ça, c'est si ça fonctionne. D'accord? En tout cas, le Venezuela a dit désormais tout ce qu'il y a comme richesse au Venezuela, le pétrole, ça sera pour le Venezuela. Je vous rappelle que le Venezuela a beaucoup plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Et ce pétrole aujourd'hui n'est pas contrôlé par les États-Unis d'Amérique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles M. Trump n'est pas tout à fait d'accord. Il essaie de chercher tout ce qu'il y a comme raison et excuse pour aller changer le gouvernement au Venezuela. Vous savez, les États-Unis ont toujours été comme ce garçon en classe qui intimide tout le monde. Si ce garçon sanctionne quelqu'un disant que personne ne parle à John, ok, dans la salle, tout le monde commence à avoir peur à parler à John pour ne pas frustrer le chef de classe ou le monsieur musclé de la classe. Sinon, vous aurez des problèmes avec lui. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pays dans le monde aujourd'hui évitent carrément de coopérer avec le Venezuela, à l'exception de quelques pays près. Maintenant, la Norvège, faisant partie de ces pays qui sont subalternes aux États-Unis d'Amérique, pour faire plaisir aux Américains, a décidé de donner ce prix Nobel à une personne qui est contre le gouvernement du Venezuela. Historiquement parlant, ce n'est pas la première fois, ok? C'est déjà arrivé dans le passé avec la Chine. Il y avait un monsieur au nom de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo était critique littéraire, un militant fort de droits humains et lauréat de prix Nobel. C'est un Chinois qui évidemment s'opposait au gouvernement chinois. Il voulait carrément la séparation de pouvoir, la liberté d'expression, des élections libres. Ce monsieur était arrêté par la Chine et j'étais en prison pendant 11 ans. Et pendant qu'il était incarcéré, on lui a donné ses prix Nobel par la Norvège. Et malheureusement pour lui, quelques temps plus tard, il mourra de cancer. On a accusé la Chine de lui avoir empêché de recevoir des traitements. Ces déclarations constituent une ingérence dans la souveraineté judiciaire et les affaires intérieures de la Chine.
Liu Xiaobo est un criminel qui a été jugé conformément aux lois chinoises. Et à partir de là, quand la Chine a vu que la Norvège avait donné le prix Nobel, la Chine a coupé la relation carrément avec la Norvège. Coupé carrément la relation pendant 6 ans. C'était très difficile entre eux. Ce n'est qu'à peine il y a quelques temps qu'ils ont rouvert la porte. Donc la Chine a imposé la force. On ne laisse pas son ami faire des amitiés avec son ennemi. C'est aussi simple que ça. Il faut pas dire, bon, ils sont voisins, en fin de compte, ils peuvent discuter. Il faut poser la question. Il vient te raconter l'histoire. Comment ces gens se sont sentis confortables de raconter des bêtises devant lui, sur toi? C'est ça la question qu'il faut poser. Oh, les gens sont en train de dire, moi j'étais là. Mais comment ils sont à l'aise de raconter ces histoires devant toi? Certains diront, bon, écoute, ces genres de réactions sont réservées au Venezuela et à la Chine et tout le bazar. Mais ce n'est pas vrai. Les États-Unis d'Amérique, par exemple, quand les gens parlaient contre le pays qu'on ne cite pas, qu'est-ce qu'on a fait ces gens-là? Prenons simplement les agents légaux de la Cour de justice internationale qui ont accusé le monsieur qu'on ne cite pas de crime de guerre. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il a carrément été sanctionné. Il ne peut plus partir aux États-Unis d'Amérique, bien qu'étant un membre valide des Nations Unies. Désormais, il ne peut plus utiliser Hotmail et toutes les entreprises qui fonctionnent aux États-Unis d'Amérique parce qu'il a été sanctionné. Donc, son email a été fermé, ses comptes bancaires fermés. Il ne peut plus acheter un billet d'avion moyennant une carte de crédit. Vous voyez comment la réaction a été? C'est une réaction farouche. Donc, si vous osez toucher ceux qui sont nos amis, on vous chauffe. Alors, pourquoi est-ce que la Norvège pourrait accorder des accolades à ceux qui sont les ennemis au Venezuela ou à la Chine? C'est tester les limites et manquer de respect. Alors, ont-ils raison de le faire ou pas? Point d'interrogation. Et maintenant, nous bougeons au Ghana. Au Ghana, les amis, il y a eu contestation juridique contre l'accord de déportation qui a eu lieu entre le président ghanéen et le président Trump. Il y a quelque temps, on en a parlé ici, le Ghana a accepté de recevoir des gens, de déporter, de refouler des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, ne veulent plus des Noirs rentrer chez vous à la maison d'après eux. Alors le Ghana, pour protéger ses intérêts, d'après le président, qui était principalement la réception des visas des États-Unis, ils veulent avoir des visas aux États-Unis très facilement. Secondo, protéger son opportunité de préserver AGOA. AGOA, qui est le système, évidemment, que vous connaissez, qui permet aux pays africains de pouvoir exporter de la nourriture, exporter leurs produits aux États-Unis dans un marché plus grand et plus cher. AGOA est bénéfique aux Africains, oui ou non? Absolument. Ça permet aux Africains de pouvoir se faire beaucoup plus d'argent dans un marché où il y a beaucoup plus de pouvoir d'achat. Malheureusement, ça a créé une dépendance. C'est-à-dire, les pays africains sont maintenant dépendants d'AGOA. Et les États-Unis d'Amérique s'en servent pour vous diriger vers une direction. C'est-à-dire, si tu fais ce que les États-Unis veulent, tu feras partie d'AGOA. Si tu ne fais pas partie de ceux qui soutiennent les États-Unis dans quoi que ce soit, on te demande de quitter AGOA. Voilà la raison pour laquelle l'AGOA n'est pas permanent. C'est une histoire renouvelable après quelque temps. C'est une façon, un levier de motivation, un levier de manipulation, s'il faut pas le dire. Alors, le président ghanéen voulait préserver, les visas, 2, AGOA. Maintenant, le 12 octobre, on a déporté 42 ressortissants étrangers venant des États-Unis d'Amérique. Parmi eux, il n'y avait pas seulement des Ouest-Africains, puisque le Ghana avait précisé, on veut des Ouest-Africains. Les États-Unis nous ont approchés pour accepter des ressortissants de pays tiers qui étaient expulsés des États-Unis. Et nous avons convenu avec eux que les ressortissants ouest-africains étaient acceptables, car tous nos frères ouest-africains n'ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Donc, s'ils décident de voyager des États-Unis à Accra, ils n'ont de toute façon pas besoin de visa. Donc, si vous ramenez nos collègues ouest-africains, je veux dire, c'est acceptable. Il n'y avait pas seulement des Ouest-Africains. Il y avait aussi des gens de l'Amérique du Sud très dangereux. Parmi eux, il y avait aussi un monsieur qui était papa, mais lui aussi papa, maman. En même temps, papa et papa, maman. Donc, les Ghanéens, après avoir vu les gens qui sont arrivés, ils ont dit non. À l'aéroport, les gens se sont fâchés contre le président de la République. C'est à partir de là qu'un groupe juridique ont placé une contestation juridique contre l'accord de déportation. Donc le cabinet d'avocats à Accra a déposé une requête devant la Cour suprême du Ghana contestant l'accord de gouvernement visant à accepter des personnes expulsées des États-Unis. Le cabinet affirme que l'accord viole le traité international et n'a pas été ratifié par le Parlement. C'est-à-dire, le président de la République n'a pas le droit, en tout cas dans ce cas, de prendre une telle décision sans passer par le Parlement. On doit revoir cette histoire. Encore une fois, pour vous rappeler, le Burkina Faso a refusé de recevoir des gens venant des États-Unis d'Amérique. Je sais qu'il y aura une rétaliation, c'est sûr, venant des États-Unis d'Amérique. La première a déjà été faite. En effet, les États-Unis d'Amérique imposent les Burkinabés désormais de partir vers le Togo. Regardez sur la carte la distance pour aller faire leur demande de visa. Depuis que le Burkina Faso a dit nous ne voulons pas de déporter, des expulser des États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement,
Tout le monde n'est pas le Burkina Faso. Ok? Beaucoup de pays africains acceptent ces expulsés des États-Unis pour se faire une bonne note auprès de M. Trump. C'est du lèche-cunisme, point d'interrogation. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La première chose est très simple. Il faut clarifier ses relations avec des gens. L'ami de votre ennemi est-il essentiellement votre ennemi? Ou il faut en faire votre ennemi pour vous protéger? Faites-moi savoir. Merci infiniment pour le plaisir. Vos commentaires sont très nécessaires. Balancez-le. On veut vous lire. On vous sait très intelligent. God bless.